l'ESN Takima. Et chez Takima, on est des fondus de tech, évidemment. Et apparemment aussi, on aime la RSE. Quand on parle d'un sujet comme la RSE, on va juste vérifier qu'on se comprend et qu'on parle de la même chose. La première chose, quand on voit un acronyme, je pense qu'on peut tomber d'accord, c'est essayer de rappeler ce que veut dire cet acronyme. Ici, responsabilité sociétale des entreprises. Au-delà de ça, la définition que j'aime bien, moi, avec laquelle je suis assez à l'aise, c'est cette phrase. L'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités. C'est une phrase assez longue, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de sujets. Ce qui me semble intéressant de retenir par rapport à ça, c'est que finalement, la RSE, ça va faire qu'on va demander aux entreprises de se poser des questions au-delà de leur champ d'application traditionnel, qui est, on va dire, leur business, leur viabilité économique, leur adaptation de leurs produits au marché. Et on va leur demander d'aller plus loin, c'est-à-dire concrètement, de se poser des questions sur l'environnement, sur leur impact énergétique, par exemple, sur la manière dont ils traitent l'ensemble de leurs collaborateurs dans leur chaîne de valeur, et puis sur la place de cette entreprise dans l'écosystème local. Une autre façon de définir le RSE, c'est de réfléchir par rapport aux objectifs. Donc ici, on voit cette phrase, promouvoir la durabilité, l'éthique et la responsabilité dans les entreprises. On retrouve ce mot responsabilité. Bref, on tourne un peu en rond par rapport à la première définition. Je préfère me poser cette question au fond de pourquoi la RSE. Et ça, on est sur le premier point vraiment important que je souhaite mettre en avant. C'est une certitude de mon point de vue parce que les entreprises ont bien plus à apporter qu'une simple, entre guillemets, performance économique. À partir du moment où on demande à des gens de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, on s'y prend comment ? Comment on fait pour que tout le monde joue le jeu et s'y mette ? Vous me voyez venir, j'imagine, la notion d'obligation, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ici, j'ai choisi de mettre en avant, sur 44 ans, 14 lois qui se sont succédées. Et ce que je me propose dans les 12 minutes 30 qui restent, ça va être de passer en revue l'ensemble de ces 14 lois. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais juste cibler 2 points. Le premier, c'est la dynamique. Regardez ce qui s'est passé. Sur les premières 5 lois, il s'est passé environ 30 ans. Et on était sur des lois, croyez-moi, essentiellement informatives. Très peu de caractère contraignant, c'était un peu de la littérature. Par contre, depuis 2010, il y a une petite dizaine de lois qui se sont succédées et qui vont devenir de plus en plus contraignantes et généralisées. Si on regarde un petit peu 4 points, en 2001, mise en application en 2003, nouvelle régulation économique, on va dire à quelques dizaines d'entreprises en France, s'il vous plaît, communiquez sur autre chose que uniquement des enjeux financiers. Alors évidemment, personne ne savait faire, mais ils s'y sont mis. Personne ne savait faire parce que les entreprises ne le faisaient pas. 10 ans plus tard, Grenelle 2 arrive. Ça fait 10 ans que les gens commencent à être habitués à communiquer là-dessus. Et évidemment, des filières secrètes, des ingénieurs ont envie de faire ce métier. Et donc, on va demander aux entreprises, à beaucoup plus d'entreprises que quelques dizaines et des collectivités, de communiquer sur des enjeux. Et là, le gros mot commence à être lancé, RSE. Et là, on a une filière professionnelle, on rend les choses plus concrètes. Et ça déroule. 2017, 2 points importants sur cette loi de 2017. On va créer un ruissellement, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander à une entreprise non pas de s'intéresser juste à elle, mais à toute sa chaîne de valeur vis-à-vis de ses enjeux RSE d'une part. Et d'autre part, on va rendre cette loi un petit peu contraignante, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'a fait une entreprise va pouvoir l'attaquer par rapport à ça. Et enfin, le clou du spectacle, la directive européenne Corporate Sustainability Reporting, qui va transposer d'une certaine façon tout ça à l'ensemble du continent européen. Vous avez compris où je veux en venir, c'est que ces 25 ans d'arsenal législatif mis en place, petit à petit, pierre à pierre, nous conduisent aujourd'hui à ça. Toute entreprise va être contrainte par la loi, d'une manière ou d'une autre, à avoir une stratégie RSE. Alors, il y a des patrons qui peuvent être comme monsieur pas content, c'est-à-dire vraiment pas content d'avoir une contrainte supplémentaire. Il y a des gens comme moi qui peuvent se dire, au fond, oui, pourquoi pas. Je pense que l'entreprise vraiment a sa place, dans ces enjeux-là. Et au final, je pense vraiment que les gens circonspects, comme les gens comme moi, peuvent tomber d'accord sur le fait que ce RSE, au fond, ça va être une opportunité
Une opportunité, évidemment, pour nos pays, mais surtout pour nos équipes et nos entreprises. Alors, une opportunité, super. On commence par quoi pour mettre en œuvre cette stratégie RSE? On a beaucoup réfléchi, nous, quand on l'a mis en place chez Takima. On a commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis assez rapidement, on s'est dit que c'était juste complètement idiot de réinventer la roue. On a une entreprise, on est fier d'un certain nombre de valeurs, on est fier de sa culture, en tout cas on y travaille au quotidien avec les équipes. Et donc on s'est dit on va commencer par s'appuyer sur la culture de l'entreprise. On ne va rien inventer, on va juste s'appuyer dessus. J'illustre, chez nous on a un certain nombre de valeurs, hein. On est une ESN, donc très autour de la compétence d'humain, donc l'exigence, la bienveillance, la qualité de vie au travail, l'intégration. Et si on prend l'exigence, par exemple, dans une stratégie RSE, on va rendre les choses beaucoup plus concrètes. C'est quoi l'exigence à part un mot? Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est assumer cette exigence, donc mettre en œuvre l'ensemble des moyens pour former les gens à avoir les bonnes compétences. Également, c'est accepter, donc c'est une forme de posture, accepter qu'on ne peut pas tout savoir. Être conscient du fait qu'on peut inspirer les gens, qu'on doit inspirer les gens, qu'on doit chercher à s'inspirer des autres. Hein. Et puis au final, avoir conscience de sa responsabilité à la fois collective, mais aussi individuelle dans son boulot. Une fois qu'on a un peu pris la mesure de tout ça dans son entreprise, de sa culture qu'on a déclinée, il va falloir bosser un peu, transpirer. Donc concrètement, chez nous, on s'est dit, on va essayer de voir d'où on part. Et on a essayé d'identifier un RSE, et vous savez quoi? Il y avait déjà des choses qui correspondaient à une stratégie RSE. Ensuite, on va surtout arrêter de penser qu'on sait. Hein. Donc on va s'interroger nous-mêmes sur ce qu'on souhaite faire de notre entreprise dans ce contexte-là. On va interroger l'ensemble des parties prenantes, par exemple l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs, pour savoir ce qu'eux, ils en attendent. On va surtout couvrir large, pas simplement l'économie, mais aussi le social, donc les gens, l'environnemental, évidemment, et le sociétal, c'est-à-dire ce qui se passe autour de l'entreprise. Et au final, on va mettre tout ça en forme en suivant les canevas, les outils, l'outillage, si j'ose dire, RSE traditionnel pour parler le même langage que tout le monde. Au final, dans cette stratégie RSE, on va définir des KPI, des indicateurs, comment on les mesure et comment on va les partager. Tout ça, c'est beaucoup de documents. Chez Takima, c'est à peu près 150 pages avec l'ensemble de ce qu'on a produit. Et là, on a bien compris ce que c'est, on a notre politique RSE. OK, est-ce qu'on est content? Non, on n'est pas content, parce qu'en fait, si on en reste là, ça sera sans doute du greenwashing. Donc comment on passe à la suite? Et cette suite, sans tomber dans du greenwashing, de mon point de vue, c'est assumer. Assumer en tout petit, parce que c'est ultra important. Assumer, c'est ne pas se cacher derrière ces chiffres. En réalité, quand on communique des indicateurs, il faut accepter l'idée qu'à un moment, ils sont peut-être pas bons. Et c'est précisément ça l'intérêt. C'est quand ils sont pas bons, on est obligé de continuer à les communiquer. C'est aussi ne pas se cacher derrière les chiffres. Des chiffres sans action pour corriger ce qui ne marche pas n'ont absolument aucun sens dans une stratégie RSE. Et évidemment, pour favoriser la créativité dans un tel domaine, il faut s'autoriser à se tromper. C'est même assez utile, au fond, parce que ça permet de refaire et de refaire mieux. Au final, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que peuvent être des actions très concrètes au niveau d'un RSE pragmatique. Alors évidemment, on va parler actions, comment on les met en mouvement. La première chose que je vous suggère, c'est de considérer y compris les petits impacts. Chez nous, par exemple, c'était en 2019, on s'est posé la question de savoir combien ça consomme des ordinateurs fixes par rapport à des portables. Je ne m'attendais pas à ce résultat, et quand j'ai vu ce ratio de plus de 3 en écart de consommation, la décision a été vite prise, et finalement ça a été très bien vu ce qui s'est passé en 2020. On doit aussi considérer les gros impacts. Chez Takima, on organise un séminaire une fois par an, donc on balade 200 personnes hors de Paris pour aller faire des choses. Et quand on se pose la question vis-à-vis de l'impact de chacun des modes de transport, et qu'on les transpose à Takima, prendre 200 personnes, faire un aller-retour à Marseille en avion, ça coûte 34 tonnes de tonnes équivalent CO2. Quand on le fait en train, ça coûte 700 kg. Je pense que la décision est vite prise. Et puis le RSE, c'est aussi aller au-delà de ce qu'on pense qui ne peut pas arriver. Cette phrase, l'inimaginable, doit être considérée. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire au travers du harcèlement et de la discrimination. Pour moi, chez Takima, il n'y a pas de place pour le harcèlement, la discrimination et les comportements déplacés. Je ne peux pas imaginer que ça existe chez nous. Ça n'existera pas, ça ne doit pas exister. Et pourtant,
Dans le RSE, on s'est dit, on va créer un indicateur sur ces problèmes-là. Et évidemment, on va communiquer ce KPI. Vous vous dites, c'est trop cool, il est à 0, il est content de communiquer ça, Olivier. Ouais, sauf que le jour où il n'est pas à 0, ça va me poser un gros problème parce que je ne supporte pas l'idée qu'il ne puisse pas être à 0. Donc, ça me pousse tout simplement à investir sur l'ensemble de mes équipes pour que ce 0 reste 0. En tant que citoyen, on a évidemment tous une pratique tech. Cette pratique tech, je ne sais pas si vous le savez, un citoyen européen consomme de l'ordre de 7,6 tonnes de CO2 par an, dont une petite tonne au titre des activités numériques. On connaît tout ça, moi plus que vous, je suis très vieux. Une page web, ça pèse 150 fois plus lourd qu'il y a une trentaine d'années, enfin 27 ans en l'occurrence. À peu près la moitié des fonctionnalités ne sont pas utilisées. Et puis les serveurs, ils peuvent être parfois très feignants, mais ils consomment quand même de l'énergie. Donc du coup, une politique RSE, chez Takima, ça va être aussi s'interroger sur son produit. Le produit de Takima, c'est quoi ? Ce sont les gens. Et donc, on va demander à nos collaborateurs de voir un petit peu plus loin que leur pratique courante de faire de la feature. Au fond, déjà questionner la feature. Est-ce qu'elle est utile, pas utile ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Comment, quand je développe, du coup, j'ai une attitude qui permet, by design, de consommer moins d'énergie et moins de ressources. Quand je fais un cache, par exemple, j'aime bien cet exemple, on le fait souvent par rapport à des logiques de performance. Ne confondez pas performance et efficience. Il faut aussi considérer ce type d'outil par rapport à des enjeux d'efficience dans une stratégie RSE. Au fond, pour faire ça dans une boîte comme Takima, ça va nécessiter de former, de certifier à l'ensemble de ces enjeux, de sensibiliser à la green tech pour que les gens voient où est leur impact, où ils se situent, et qu'ils comprennent pourquoi on avance dans ce sens-là. Évidemment, tout ça, ça va se décliner par un certain nombre de bonnes pratiques green dev, et par un certain nombre d'outillages qu'on va créer dans certains cas, dans d'autres cas simplement utiliser, pour pouvoir économiser, mesurer l'ensemble des pratiques qu'on va faire. Et vous savez quoi ? Quand on fait ça chez Takima, on ne le fait pas que chez Takima. En fait, on le fait chez tous nos clients, même quand ils ne nous le demandent pas. Et c'est ça la force du RSE aussi. J'ai plein d'autres choses à vous évoquer, je ne le ferai pas, je n'ai pas le temps. Simplement, il y a un fil rouge là-dedans. Ce fil rouge, c'est que tout ce qu'on a fait chez Takima, en fait, ça vient de l'équipe. C'est elles et eux qui ont pensé à ces choses-là et qui ensuite se sont appropriés les sujets pour y arriver. Je suis obligé de conclure, c'est très court. Pour conclure, je vais juste rappeler mes quelques évidences. La RSE, c'est une obligation pour nos entreprises, il n'y a pas de débat. Cherchez pas à éviter ça. C'est comme ça. Évidemment, en tant que fondateur, je suis persuadé de mon rôle là-dedans. Je suis persuadé du rôle des managers, des responsables. Pour autant, je pense que c'est creux si on se limite simplement à ces gens-là. Pour moi, le plus important, et c'est vraiment le sens de mon message, c'est que tout ça, ça va passer par l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise. Parce qu'en faisant ça, on démultiplie les énergies, on met de la sincérité. En gros, on évite le greenwashing et on fait du très, très concret. Vous pouvez me dire, OK, non mais ça c'est ta vision, Olivier. Moi, mon boss, il ne pense pas forcément à cette chose. Si je le pense, ce n'est pas parce que je l'ai décrété en me levant un matin, c'est parce que c'est mon équipe qui me l'a montré. Quand on a commencé à mettre les sujets sur la table, ce sont eux qui ont amené les idées. Le duo-desk chez Takima, ce n'est pas moi qui l'ai amené. C'est un collaborateur pour qui la cause des personnes en situation de handicap avait de l'importance. Il l'a importé dans la société. Ensuite, d'autres ont dit ce serait bien aussi de l'importer chez nos clients. Vous voyez l'idée. Et donc, pour finir, c'est tout simple. Il y a forcément dans ce RSE un sujet qui va vous... Ce petit truc qui fait que vous vous levez avec encore plus le smile ce matin. Ces sujets, prenez-les. Proposez-les à votre manager. Mettez-vous en situation de leader ces sujets et de les amener pour qu'à la fin, vous soyez un acteur de la culture de votre entreprise vis-à-vis du RSE et que vous soyez finalement le gardien de cette stratégie pour éviter le greenwashing et faire du pragmatique. Je vous remercie.